Bienvenue sous les jupes des romances, le podcast décomplexé sur le genre littéraire de la romance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose une micro-histoire du statut d'autrice hybride. T'as de beaux yeux, tu sais. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Il dépendra donc jamais celui-là? Sur mon site, dans ma bio, on peut lire que j'ai opté pour le statut hybride pour publier mes romances. J'ai d'ailleurs reçu quelques questions à ce sujet. Ce que je comprends, on n'est pas tout au fait du jargon du milieu. Cette appellation hybride n'est pas très ancienne, en tout cas en France, et elle remonte à quelques années. Je pourrais te donner une définition que tu peux facilement trouver sur internet. Je trouve ça plus intéressant de te proposer une rapide analyse du pourquoi, du comment c'est de plus en plus populaire comme statut. Alors, le statut hybride, c'est quoi ? Eh bien, je te dis tout, prends une petite boisson chaude ou fraîche et installe-toi. Pour comprendre le statut hybride, il est nécessaire, à mon avis, de se rappeler le contexte dans lequel il a émergé. Pendant très longtemps, il n'y a eu que l'édition traditionnelle, ou presque, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais la quasi-seule possibilité de publier son livre, c'était de passer par une maison d'édition dite traditionnelle. C'est-à-dire une entreprise qui va vouloir investir sur ton manuscrit. Elle va miser dessus au point de le corriger, de l'imprimer, le distribuer et d'en faire la promotion. Je résume bien sûr grossièrement le rôle de l'éditeur parce que c'est pas le propos. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tout ça, ça demande de l'argent. Une maison d'édition étant rarement une association à but non lucratif, même si ça existe, elle va faire en sorte d'obtenir un retour sur investissement. C'est là qu'intervient le fameux camembert de la répartition des revenus de la chaîne du livre. Tu peux le retrouver sur florana.fr dans la version écrite de ce podcast, mais je vais quand même te donner les principaux chiffres. Ce camembert, je suis allée le chercher sur le site du gouvernement. Et il nous dit que on a d'abord les points de vente, donc les librairies, les Amazon, les grandes surfaces culturelles, etc., qui touchent 36% sur le prix du livre. Ensuite vient l'édition, donc la maison d'édition, qui est à 21%. Puis la fabrication, c'est-à-dire l'imprimeur, qui prend 15%. Il y a ensuite la distribution qui touche 12%, c'est-à-dire les entreprises qui vont dispatcher les livres auprès des points de vente. Et on a ensuite à égalité la diffusion et les autoristes qui touchent 8%. La diffusion, c'est tout ce qui va être les commerciaux, les représentants, etc. Ce sont évidemment des moyennes, parce qu'en réalité, si tu prends un livre de poche, l'autoriste va plutôt gagner dans les 6%. Et 8% pour les livres grand format, c'est en général le maximum. On voit très rarement plus. Donc tu comprends que c'est une histoire de pognon, comme souvent. Et même si l'éditorice est passionné, si le livre publié ne rapporte pas assez, c'est un travail à perte. D'où les revenus si faibles dédiés à la personne représentant finalement le socle de tout ce commerce. Je parle de l'autorice, bien sûr. Et d'où également la sélection qui est tellement drastique. Certains éditoristes disent recevoir près de 100 manuscrits en soumission par semaine. Tu imagines bien qu'il est impossible d'investir financièrement dans ce nombre de livres. Et même au niveau du temps pour les lire, tout simplement. Que font alors les autoristes qui n'obtiennent pas de réponse du tout ou une réponse négative ? Ils et elles se tournent vers l'auto-édition. Spoiler alert, ce n'est absolument pas une bonne raison pour choisir l'auto-édition. Mais je reviendrai en détail sur ce sujet dans un prochain épisode. Accroche-toi bien, on approche doucement mais sûrement du statut hybride. On commençait à émerger des sites d'auto-édition. Le premier, dans mon souvenir en tout cas, c'était lulu.com. Un site où il y a une quinzaine d'années, on nous disait qu'on pouvait publier son livre pour l'offrir à ses proches. C'était leur accroche. Le but était d'avoir la satisfaction de tenir son texte en papier entre ses mains et de le vendre ou de l'offrir à sa famille et ses amis. Moyennant bien sûr une sacrée somme, parce qu'il s'agit d'un imprimeur à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock qui est imprimé à l'avance, on imprime au fur et à mesure des commandes. À l'époque, pour un roman d'environ 350 pages, il fallait compter au moins dans les 35 €, sans compter les frais de port. Avec ce type de solution, on a également vu énormément d'escrocs se targuer de publier ton livre. Contre paiement de ta part. C'est de l'auto-édition déguisée en édition traditionnelle. Tout était nébuleux dans la présentation des services. Et quand je dis tout était, ça l'est toujours. Il s'agit de la plus belle arnaque du genre, elle perdure encore. Il faut être hyper vigilante quand on démarche des éditorices. Encore une fois, c'est un sujet que j'aborderai prochainement. Mais ce qui a réellement changé la donne, c'est l'arrivée bien sûr du livre numérique et de la plateforme KDP. Et oui, Amazon a carrément changé le game. Petit teasing, Amazon joue un grand rôle dans le statut hybride, et oui, ceci est une astuce pour que tu écoutes jusqu'au bout. La plateforme d'auto-édition d'Amazon, KDP, permet de publier son livre en quelques clics et gratuitement, et de ne payer qu'un pourcentage en cas de vente. Au début, c'était plus complexe que ça en a l'air.
Il y avait moins de tutos, il y avait moins d'options, et surtout le e-book n'était pas encore aussi populaire et démocratisé qu'il l'est aujourd'hui. Depuis 4 ou 5 ans environ, cette plateforme a provoqué l'émulation. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais là en tout cas c'est devenu beaucoup plus populaire. Sont alors arrivés sur le marché des sites qui sont venus en complément de lulu.com dont on a déjà parlé. Je pense à des sites comme Librinova ou The Book Edition. Ils sont tous des sites d'auto-édition, c'est-à-dire qu'ils proposent des services, la distribution des livres, l'impression à la demande, etc. et même l'édition. Et on arrive avec son manuscrit, en fait, on bénéficie du travail de professionnel sur celui-ci. Contre-paiement, bien sûr. Mais techniquement, tu peux quand même publier gratuitement ton livre sur leur plateforme. C'est juste que pour tout le service d'editing, eh bien, évidemment, il faut les rémunérer. De toute façon, dis-toi bien qu'il n'y a qu'en édition traditionnelle où on ne doit pas payer des frais d'editing, de maquette, etc. Aujourd'hui, il est bien plus facile et accessible à tous et toutes, même si on n'est pas versé dans l'informatique, de publier son livre. Forcément, ça ouvre des portes. Surtout que la répartition des revenus n'est pas la même qu'en édition traditionnelle. D'ailleurs, on me demande souvent si vivre de sa plume en édition traditionnelle, c'est possible. Et je comprends pourquoi c'est une question qui revient si souvent. La réponse ne plaît pas toujours, mais il est en réalité très difficile de vivre de ses écrits, à part, tu verras, en ayant le statut hybride, et encore. En édition traditionnelle, le maximum de 8% que l'auteuriste touche sur le prix de vente hors taxe de son livre est versé 1 à 2 fois par an. Et s'il ou elle a touché des avaloirs, c'est-à-dire une avance sur ses droits, eh bien, il faut attendre que cette avance soit comblée pour à nouveau toucher de l'argent. Je vais te donner un exemple que j'espère plus clair, et j'espère que tu ne seras pas plus embrouillé après qu'avant. Mais admettons, je signe un contrat avec un éditeur traditionnel qui me verse une avance de 1 000 €. La première année d'exploitation de mon livre, je vends pour 900 € de droits. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, mes 8% représentent 900 €. Lorsque mon premier relevé de droits arrive, je ne vais rien toucher. Parce qu'on m'a versé 1 000 € d'avance. Et même si je ne dois bien entendu jamais rembourser cette avance, il n'empêche que je ne suis pas arrivée aux 1 000 €. Il me manque 100 € de droits pour combler cette avance. On passe donc à la deuxième année d'exploitation de mon livre. Et cette deuxième année, je vends encore pour 600 € de droits. Ok ? Et donc là, une fois qu'on a comblé les 100 € qui manquaient sur les 1 000 € d'avance, il va me rester 500 € de droits. Donc en résumé, j'ai touché 1 000 € lorsque j'ai signé le contrat, admettons en mars 2022. On va arrêter les comptes du premier relevé en décembre 2022, c'est-à-dire qu'on ne calcule les ventes de mon livre qu'entre mars, la publication, et décembre 2022, l'arrêt des comptes. Sur ce relevé, on sait que je ne touche rien, parce que je n'ai pas vendu assez de livres pour combler mon avance. Donc on passe sur le deuxième relevé qu'on arrête en décembre 2023, et là, il mentionne 600 € de droits pour l'année 2023. Donc finalement, j'ai touché 1 000 € à la sortie de mon livre ou à la signature du contrat, et ça veut dire que je ne touche plus rien jusqu'en mai 2024, qui est la date limite à laquelle l'éditoriste doit me verser mes droits. Et là, je vais toucher 500 €. Ok, vous avez 4 heures pour me dire comment je peux vivre avec ce type de revenu. Et pour me dire aussi si l'exemple n'était pas trop pourri. Pour un résumé et pour plus de clarté, je t'invite à te rendre sur l'article sur florana.fr. Et là, j'en sens venir qui vont me dire, et la superstar alors, elle fait comment ? La Amélie Nothomb, la Virginie Grimaldi, le Guillaume Musso, ils font comment ? Premièrement, déjà, on ne sait pas tout de la vie de ces auteuristes. On ne sait pas du tout. Ils sont en haut du top, d'accord, mais on ne connaît pas tout ce qui se passe dans les coulisses, déjà. Ensuite, les ventes de ces auteuristes sont conséquentes. Et sur la quantité, même 8% de droits, ça peut permettre d'en vivre. Quant aux avaloirs, ils sont, je pense, plus élevés que la moyenne, parce qu'on sait déjà que leurs livres vont très bien se vendre. Il est fort probable que la toute première fois où ils ont touché une avance sur droit d'auteur, elle était pas très haute. Et comme on s'est rendu compte qu'ils vendaient très très bien, forcément l'avance, elle est renégociée et normalement, elle évolue au fil des années en positif évidemment. Pourquoi ? Parce que l'éditoriste ne prend plus le risque qu'il prenait lorsqu'il a publié leur premier livre. Maintenant, c'est relativement sûr. Mais ces success stories représentent une très forte minorité. Dans un article daté de 2018, mais qui doit toujours refléter la réalité, puisqu'il n'y a pas eu de révolution entre-temps, on peut lire que, je cite, 1% des artistes auteurs, soit environ 400 personnes, touchent des revenus artistiques supérieurs à 225 000 € en 2018, se partageant ainsi 1/5 de l'ensemble des revenus artistiques de la population affiliée. Note ainsi le rapport du ministère de la Culture, on compterait 69 écrivains au sein de ce 1%. Fin de citation. Ce qui veut dire qu'une très petite partie des auteuristes gagne la plus grosse part. Il reste donc à la majorité des revenus médians de 17 500 € par an. Mais non seulement on a vu que ce n'était pas des revenus comme on toucherait un salaire, en plus ça ne représente que les auteuristes affiliés à la GSA à l'époque de ces statistiques. Donc ça n'inclut pas les revenus inférieurs au seuil d'affiliation. Et
ce sont eux qui représentent la vraie majorité. Tous ces chiffres, un peu confus peut-être, sont là pour te dire qu'il est très compliqué et difficile de gagner un revenu qui permet de se consacrer 100% à cette activité. Car la vie devient alors précaire, imprévisible et oblige bon nombre à avoir à côté un emploi dit alimentaire. Pour l'auto-édition, c'est un peu plus optimiste, mais pas finger in the nose non plus. Les principales différences en ce qui concerne les revenus entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition sont qu'en auto-édition, on touche ses droits tous les mois. Et on touche également une plus grosse part du prix de vente du livre. On peut donc envisager plus sereinement et avec réalisme de vivre de sa plume dans ces conditions. Sauf qu'il ne suffit pas d'écrire un livre, de le publier sur KDP et d'attendre que les revenus tombent. Encore une fois, il existe des success stories qui prouvent que ça peut se produire, mais ça représente très peu de personnes et il ne faut surtout pas s'y fier pour faire des plans sur la comète. En réalité, si on veut vivre grâce à ces livres auto-édités, j'ai identifié quant à moi 2 stratégies à ce jour, qui excluent donc la success story et qui, à mon avis, ne sont pas exhaustives. Tout d'abord, il faut investir dans le marketing pour promouvoir son livre avec des pubs payantes, mais il faut aussi publier de manière régulière et fréquente, un peu comme l'algorithme d'Instagram ou Facebook. En dehors de ces stratégies, qui demandent beaucoup de travail l'une comme l'autre, on ne peut pas être sûr de pouvoir vivre des ventes de ces romans. C'est imprévisible, et si on pouvait être certain de gagner au jackpot, il y aurait que des best-sellers qui seraient publiés, et l'édition évoluerait dans un tout autre paysage que celui d'aujourd'hui. Donc, techniquement, que ce soit pour l'édition traditionnelle ou l'auto-édition, oui, il est possible de se rémunérer à la hauteur d'un salaire plus ou moins correct. Mais ça ne s'improvise pas, et il n'y a aucune sécurité de l'emploi, et donc des revenus. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai survolé toutes ces histoires de revenus dans un podcast où je suis censée t'expliquer ce qu'est le statut hybride. Patience, jeune padawan, on y arrive. Eh bien, le statut hybride est une conséquence de la façon dont on rémunère les auteurices, que ce soit en édition traditionnelle ou en auto-édition. Voilà pourquoi il fallait que je te présente le tableau, afin de comprendre que je ne sors pas mon explication du chapeau. Alors bien sûr, j'aurais pu résumer, mais si tu es comme moi, eh bien tu aimes comprendre pourquoi. Face à la précarité des 2 situations, des autoristes publiés en édition traditionnelle ont souhaité s'auto-éditer. Il y a bien entendu d'autres raisons, comme le besoin de liberté sur tout un tas de décisions pour lesquelles les éditeurs n'impliquent pas l'artiste, mais en substance, on en revient à la volonté de faire carrière et d'exercer cette activité à temps plein en limitant les risques. C'est mon cas bien sûr. Pendant 7 ans, seuls des éditeurs traditionnels publiaient mes romances. Et dès la 3e année, j'ai touché des avaloirs conséquents qui m'ont donné l'illusion que j'allais vraiment pouvoir en vivre. Malheureusement, ce fut fugace et une très mauvaise expérience. Et suite à ça, j'ai commencé à me renseigner parce qu'il était évident que je ne sortirais pas un salaire de mes droits. Quand bien même j'avais rempli quelques-unes de mes avances et je touchais donc des droits tous les ans sur plusieurs titres, c'était loin d'être suffisant. Des amis auto-édités m'ont alors accompagnée, je me suis aussi beaucoup documentée et formée, et j'ai réalisé qu'en auto-édition, je pourrais peut-être faire mieux. Ça a été le cas et j'ai pu me consacrer à temps plein à l'écriture, au moins pendant un moment. Encore une fois, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai opté pour le statut hybride afin de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, et aussi parce que je souhaite être la seule boss pour certains de mes titres. L'expérience me confirme que c'était le meilleur choix pour moi. Il ne l'est pas pour tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut opter pour le statut hybride pour vivre de ses romances. Ça demande d'avoir conscience du travail à accomplir, et ça, tous les artisans et chefs d'entreprise le savent. Parce que quand on est à son compte, on ne calcule pas ses heures. C'est aussi un autre sujet dont je parlerai prochainement, et qui soulèvera la question, se lancer en auto-édition quand on débute en romance, est-ce viable ? Je te promets d'ici là que je vais trouver un titre beaucoup plus sexy. Pour faire hyper simple, le statut hybride, c'est à la fois être publié en auto-édition et en édition traditionnelle. Et oui, je sais, j'aurais pu te dire ça dès le début, mais ça aurait été quand même vachement moins fun et beaucoup plus court comme podcast. C'était Fleurana et j'espère que cet épisode t'a plu. S'il te reste quelques minutes, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et partager. Et pour retrouver les ressources que j'offre aux autrices et lectrices de romance, ça se passe sur fleurhana.fr, Fleurhana.fr. Merci.